Maintenant, on va aborder un domaine scientifique en pleine émergence. On appelle ça la science des données. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Verscher. Bonjour, on peut vous applaudir. Donc, Olivier, vous êtes directeur exécutif du Swiss Data Science Center, c'est bien ça, SDSC. J'aimerais bien que vous nous présentiez déjà cet organisme en quelques mots. Avec plaisir. Merci pour l'introduction rapide. Donc, le SDSC, c'est donc ce Centre national sur la science des données qui a été établi en janvier 2017. Il est encore récent, ça fait 2 ans et demi qu'il a été mis sur pied. Il est national dans le sens où il est vraiment établi à travers les 2 écoles polytechniques fédérales, l'école polytechnique fédérale de Lausanne et l'école polytechnique fédérale de Zurich. Notre mission est d'aider justement dans l'adoption de ces méthodes d'intelligence artificielle et de la science des données, aussi bien dans l'académique que dans l'industrie suisse. Très bien. Eh bien, pour y voir un petit peu plus clair sur cette science des données, la scène vous tend les bras et puis on se retrouve ensuite pour une série de questions. Vous me laissez un peu de temps après, hein, j'ai plein de questions à vous poser. Super, parfait. Je vais essayer d'aller vite. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous de jouer. Mettez-vous un petit peu plus au centre, je pense, pour les caméras, ce sera parfait. Alors bonjour à tous et bonjour les enfants. Je vais essayer vraiment de vous faire comprendre ce qu'est cette science des données. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la science des données? Alors, la science des données, c'est finalement des données à la base, et je pense que c'est vraiment l'ingrédient de base. Et j'utilise ce terme ingrédient parce que finalement, qu'est-ce qu'un algorithme? Vous voyez que les données plus un algorithme, c'est finalement cette science des données pour extraire de la connaissance de ces données. L'algorithme, c'est finalement une recette de cuisine qu'on suivrait. Donc il y a différentes étapes et on prend des données en entrée et à travers différentes étapes, on essaye d'extraire une information, d'extraire la connaissance, d'extraire des choses surprenantes que ces données peuvent potentiellement contenir. Un exemple, avant d'aller plus loin dans la science en elle-même, parlons des données. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Les enfants. Oui? Voilà, 2 rues parallèles. Qu'est-ce que vous voyez? Dites, criez, allez ensemble, ne soyez pas... Allez-y. Il y a 4 routes par rue. Voilà, mais vous voyez des bus, vous voyez des gens qui marchent, vous voyez des feux rouges, vous voyez des voitures, n'est-ce pas? Des panneaux. Voilà. Voilà. Et vous croyez qu'il y a des données qui sont attachées à tout ça, peut-être, finalement? Oui. Et justement, c'est une des choses qu'on a faites, c'était une image de Dublin. Et à Dublin, on s'était posé la question, finalement, est-ce qu'il y a des données qui émanent de ces villes? On entend parler beaucoup des termes villes intelligentes. Et la réponse est oui. On s'est rendu compte assez rapidement, et ça, c'est une vraie visualisation en 3D, de ces données qui émanent de la ville à n'importe quel moment, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Genève, que ce soit ailleurs. Vous avez ces données qui, en permanence, émanent des villes et des différents capteurs. Et ça, c'était la première chose qui nous a surprise. Par contre, on s'est vite rendu compte qu'avoir accès à ces données, c'est pas toujours le plus facile. Donc, big data, bad data, donc avoir beaucoup de données, c'est une chose, mais en règle générale, elles ne sont pas de bonne qualité. On n'arrive pas à directement les exploiter et extraire l'information qu'on voudrait pouvoir en tirer. Les données, vous entendez souvent peut-être à la télé ou ailleurs que les données, c'est le nouveau pétrole. C'est vrai, mais comme le pétrole, il faut le raffiner avant de pouvoir en avoir une utilité. Et les données, c'est la même chose. Il faut vraiment pouvoir les raffiner avant de pouvoir en extraire une information qui sera ensuite potentiellement exploitable. Donc, comme je vous le disais, la science des données, c'est la donnée et la science, ou la donnée et l'algorithme pour extraire une certaine forme de connaissance, une intelligence, quelque chose de ces données. La deuxième partie, donc, ce sont les algorithmes. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'intelligence artificielle. Qui en a entendu parler? Tout le monde, bien sûr, on a entendu parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé vraiment dans les années 50. On entend plus récemment, même si vous n'étiez pas nés, pour la plupart d'entre vous, dans les années 80, on a entendu également parler, on entend parler de plus en plus d'ailleurs de ces machines apprentissantes ou du machine learning, et on entend même parler maintenant de ces réseaux neuronaux profonds qui conduisent à des résultats très surprenants. Je vais vous donner quelques résultats surprenants.
On avait entendu parler à l'époque des jeux d'échecs. Mais qui connaît le jeu de Go? Vous en avez entendu parler du jeu de Go? Oui, vous en avez entendu parler. Il y a plus de combinaisons possibles dans le jeu de Go que d'atomes dans l'univers. D'accord? Donc il n'est pas possible pour un ordinateur de commencer à essayer d'évaluer toutes les combinaisons possibles. Et donc il faut utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour arriver à faire apprendre une machine à jouer au jeu de Go. Et ce qui était surprenant, c'est que dans ces résultats récents, une machine a été, dans un premier temps, juste éduquée en lui disant « voici les règles de base du jeu de Go, joue contre toi-même 1 million, 1 milliard de fois pour apprendre ce que veut dire jouer au jeu de Go. Et après 40 jours, juste 40 jours de jouer contre elle-même, elle est devenue la meilleure machine au monde et elle est devenue la machine capable de battre n'importe quel humain sur cette planète, toute seule. D'accord ? Ça, c'est un des exemples les plus surprenants de l'intelligence artificielle récente. Un autre exemple d'intelligence artificielle, je vous en parlais parce qu'après, il y a quelques petites images qui vont être assez rigolotes. C'est reconnaître des objets dans les images. Reconnaître un léopard, reconnaître un chat, reconnaître un chien, reconnaître une chaussette. D'accord ? Il y a encore quelques années, ces machines-là n'étaient pas très fortes. Elles faisaient 1 erreur sur 4. Maintenant, ces machines-là sont ce qu'on appelle surhumaines. L'humain fait à peu près 1 erreur sur 20 en essayant de reconnaître des objets dans les images. Les machines aujourd'hui font 1 erreur sur 50. D'accord ? Ça, c'est aussi des avancées qui sont extraordinaires. Maintenant, il y a un revers de la médaille d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous voyez? Une chaussette. Un sapin. Non, ouais, enfin, alors c'est vrai qu'il y a un sapin sur la chaussette, j'avais jamais vu ça, c'est un bon point d'ailleurs. Et c'est là qu'effectivement on ne battra jamais la machine. Enfin, que la machine ne nous battra jamais, pardon. Oui, enfin, la bonne réponse, c'est une chaussette. Mais en fait, juste pour vous dire, c'est qu'en modifiant quelques pixels bien choisis dans cette image, la machine n'a plus du tout vu une chaussette, alors qu'elle voyait une chaussette, elle était très sûre que c'était une chaussette. Elle voit tout d'un coup un éléphant. Ne tournez pas la tête, c'est pas la peine, parce que voilà, vous ne verrez pas un éléphant. C'est bien pour vous montrer que la machine n'est pas encore intelligente. On veut nous faire croire qu'il y a cette notion d'intelligence dans les machines. Il n'y a pas de raisonnement associé à la machine. Alors, ce n'est pas très grave si on parle de chaussettes, si on parle de chats, de chiens et d'éléphants. Par contre, un signe, vous voyez ce que c'est celui-là, hein ? Stop, il faut s'arrêter quand on voit ce signe-là. Eh bien, en plaçant quelques petits rectangles noirs et blancs sur ce signe stop, à votre avis, la machine voit quoi tout d'un coup? Elle voit un autre panneau, elle voit un panneau de vitesse limite à 60 km/h. D'accord? Encore une fois, ne tournez pas la tête, vous ne verrez pas ça, mais c'est finalement ce que la machine a tout d'un coup vu à la place du signe stop en positionnant des petits post-it comme ça, à droite à gauche sur le panneau. Et ça, c'est déjà un petit peu plus embêtant. Alors, je voudrais pas aller beaucoup plus loin que ça. J'ai déjà passé beaucoup de temps à vous expliquer le data science. Je voudrais terminer juste avec une chose. C'est que j'ai parlé du machine learning, j'ai parlé de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est très important qu'on fasse de la science des données qui se trouve à l'intersection, bien sûr, de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, mais qui est guidée par nos connaissances d'un métier, par les connaissances humaines. Donc ne pas nécessairement, en tout cas aujourd'hui, se laisser complètement guider par la donnée sans prendre en compte finalement ce que l'humain connaît déjà, mais c'est finalement d'intégrer ce que l'humain connaît et d'accompagner la machine dans son apprentissage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Juste, on a envie, parce que vous le savez, vous avez peut-être une avance sur nous, mais pourquoi la machine, elle reconnaît, elle voit pas le même panneau que nous? Alors, elle le voyait avant qu'on modifie quelques pixels dans l'image, et puis c'est la façon dont la machine a appris. Donc il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de compréhension sémantique de l'image comme un humain le ferait. Un humain sait ce qu'est une chaussette ou sait ce qu'est un panneau stop et il en déduit des caractéristiques qu'il doit retrouver dans l'image pour identifier un panneau ou une chaussette. La machine, non, elle va réfléchir autrement. Elle a vu des corrélations qui lui semblent indiquer que c'est un panneau stop, un amas de pixels qui semble dire que... Et on a du mal à comprendre effectivement pourquoi tout d'un coup elle a vu que c'était un
panneaux à 60 km/h. Ça, on ne le sait pas trop. Par contre, ce qu'on peut dire, là, on démystifie un petit peu les choses, hein, quand même, Oui. parce que des fois, l'intelligence artificielle, la machine comme ça, plus intelligente que l'homme, sont un peu des fantasmes. Voilà. Donc, on va essayer de remettre un petit peu les choses à plat. Donc là, on a vu qu'elle pouvait se tromper. La machine, en fait, c'est parce qu'elle apprend, on pourrait dire, par observation, mais elle comprend rien, quoi. C'est exactement ça. Donc on lui fournit des données en entrée, ce sont des observations, elle va faire toutes les corrélations possibles qu'elle voit dans ces observations, mais il n'y a pas de raisonnement, elle ne comprend pas ce qu'elle apprend exactement. D'accord. Mais alors là, vous nous emmenez sur un terrain que je n'avais pas du tout prévu en montrant ces panneaux quand même, parce qu'on a tous... Pour nous, une des images de l'intelligence artificielle, ça pourrait être la voiture autonome. Tout à fait, oui. Alors, qui circule quand même déjà de façon un petit peu expérimentale ou sur certains réseaux où elle est autorisée, mais là c'est presque inquiétant ce que vous nous montrez. Ça veut dire que quand même, imaginons qu'il y a un panneau publicitaire sur le bord de la route avec une voiture. Elle va voir quoi? Alors bon, c'est difficile à savoir ce qu'elle va voir. Ouais, Maintenant, effectivement, il est encore trop tôt aujourd'hui d'être full autonome dans ces voitures-là. Alors effectivement, on veut nous faire croire que l'intelligence artificielle va tout révolutionner d'ici un an ou deux. Je pense qu'effectivement, on est dans une révolution. Effectivement, mais peut-être pas un an ou deux. Ça va mettre encore quelques temps. Là, beaucoup de chercheurs travaillent justement sur ces sujets-là aujourd'hui. D'accord. Ce qu'il faut, c'est effectivement démystifier un petit peu le tout, apprivoiser ce domaine et ne pas nécessairement se laisser bluffer par tout ce qu'on entend dans les journaux et ailleurs. Oui, mais c'est vrai que ce sont des expressions un petit peu marketing, quoi. On parle aussi de villes intelligentes. Oui. Cela étant dit, quand même, on se promène dans des villes aujourd'hui qui deviennent, allez, on va l'utiliser quand même, entre guillemets, un peu de plus en plus intelligentes. Elles sont capables de gérer avec des caméras, de faire de la reconnaissance faciale, oui. de groupe. Oui. C'est un peu votre spécialité, ça, quand même. Vous avez pas mal travaillé là-dessus, à Dublin, notamment, sur la ville intelligente. On avait travaillé beaucoup sur donc justement, en récupérant un petit peu toutes ces données, différentes modalités de données, que ce soit des images, que ce soit des capteurs traditionnels. On a travaillé beaucoup là-dessus pour essayer justement d'améliorer la mobilité des gens, des véhicules à travers cette ville. Et effectivement, il y a moyen, à travers des algorithmes, de la donnée et des algorithmes, d'arriver à des résultats très intéressants. Mais ce qu'on essaie de nous vendre en disant la machine est intelligente et qu'il y a un raisonnement derrière, ça c'est aujourd'hui pas vrai. Ça, on l'a bien compris. Mais vous l'imaginez comment, vous, la ville intelligente? Et dans combien de temps? Même si on y va progressivement, on pourrait vivre dans quel genre de ville à Lausanne si on injectait de l'intelligence artificielle? Alors en Suisse, on y est presque, vu que finalement les trains, les bus sont à l'heure par rapport à d'autres pays. Vous voulez parler de la France? Alors la France, la Belgique aussi. Mais effectivement, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les notions de ville intelligente, c'est d'améliorer au maximum la mobilité, la rendre la plus déterministe possible, qu'on n'ait pas à se battre contre... voilà. Il faut vraiment que la mobilité soit la plus simple possible, la moins polluante également. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on peut essayer de prendre en compte. Ça peut prendre du temps. Le gros problème qu'il va y avoir, je pense, au-delà des aspects justement de la science et de l'intelligence artificielle, c'est le partage de la donnée personnelle. Et là, il y a également des problèmes associés à la vie privée. Bien sûr. On parlait de reconnaissance faciale. Alors en Chine, il ne se pose pas nécessairement trop de questions vis-à-vis de ça. Ce sont des choses qui sont déjà beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre en Europe, pour des raisons tout simplement de vie privée. En Chine, aujourd'hui, cette forme d'intelligence artificielle est utilisée réellement, et c'est déjà opérationnel, pour identifier les individus. Tout à fait. Elle l'est. Et encore une fois, la raison pour laquelle la Chine va progresser très très vite sur ces domaines, c'est pas parce qu'elle a des meilleurs algorithmes que l'Europe, c'est parce qu'elle se donne la possibilité d'obtenir des données de plus grande qualité. C'est ça. Parce qu'en fait, avant que la machine fonctionne bien, il faut une masse de données. Plus il y a de données, mieux la machine va fonctionner. Voilà, exactement. D'accord. Donc vous enseignez la science des données. Je voudrais parler de ça quand même, parce que là, il faut faire découvrir toutes ces nouvelles sciences, justement, qui sont aussi à l'EPFL. Donc c'est un outil qui sert dans tous les domaines scientifiques, et ce qu'on appelle aussi, moi j'aime pas le mot sciences molles, parce que c'est pas très beau, et puis les sciences dures, mais dans tous ces domaines de recherche, la science des données va servir. La science des données sert parce que la donnée devient vraiment au cœur, finalement, de toutes les disciplines. On se rend compte que des personnes qui travaillent dans les sciences de l'environnement, par exemple, installent de plus en plus de capteurs également. On travaillait avec un laboratoire qui installait des capteurs dans les rivières du Valais
pour étudier différents aspects associés à la rivière. Et finalement, ces gens-là n'ont pas la science des données en eux, ils ne savent pas finalement ce que veut dire capturer de la donnée et quoi en faire ensuite, alors qu'ils sont des scientifiques, mais des scientifiques de l'environnement, Ouais. et donc se tournent vers nous en disant, voilà, maintenant j'ai toutes ces données-là, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que mes données comportent qui me permettraient de faire avancer ma science à moi? Oui, c'est-à-dire qu'on récupère en fait plein de données, mais notre cerveau va pas assez vite. Il leur faudrait beaucoup plus de temps Voilà. pour réussir à toutes les analyser. Par exemple. Et là, la Exactement. machine, elle le fait plus vite. Voilà, tout à fait. Et donc c'est vraiment ça, on se place vraiment à l'interface de domaines scientifiques Ouais. et de cette science des données. Donc vous avez créé un master, Alors, un master en sciences des données. un master en sciences des données est disponible aussi bien à l'EPFL qu'à l'EPFZ, donc l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Oui. Il y en a 2 masters qui ont été créés en même temps. Oui. Et effectivement, donc là, pendant... Oui. Non, mais je laisse, c'est juste pour vous dire, donc on peut être étudiant en environnement, futur chercheur en environnement, ou en sociologie, et tout. De toute façon, ça peut mener vers chez vous. Alors, le master, non. Toutes les voies ne permettent pas de poursuivre ses études avec le master en data science. Certaines voies, parce qu'il faut des compétences particulières, peut-être en mathématiques et en informatique. Donc, en fonction du cursus bachelor, l'option master en data science sera disponible ou pas. D'accord. Donc, il y a quand même, voilà, tout dépend du cursus qu'on a choisi avant le master et ça permet ou pas d'accéder au master en data science. D'accord. Puisque vous êtes un grand spécialiste et vous savez quand même modérer les choses, vous dites attention, l'intelligence artificielle de la machine n'est pas tout à fait comme ça. Vous avez une bonne connaissance des données, de ce qu'on peut en faire, notamment dans le domaine biomédical. Il faut être prudent. Oui. Il y a du public ici, des gens qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire par rapport à tout ça, par rapport à la protection de leur personne, quoi? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Je pense qu'une chose importante à dire, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça, c'est la première chose. Il faut l'apprivoiser. C'est une révolution, on va vers ça, de toute façon, qu'on le souhaite ou qu'on ne le veuille pas. Il faut donc apprivoiser ces nouvelles méthodes, comprendre potentiellement ce qu'il y a derrière. Ça peut effectivement améliorer notre quotidien. Ça peut effectivement être une révolution, et en particulier dans la médecine. On n'y est pas nécessairement encore aujourd'hui. Ça doit être encore un outil d'aide au diagnostic, pas la machine qui fasse le diagnostic et que le médecin dise « Ok, d'accord, c'est plus 3, Mais qui soutiennent, qui aident voilà, le qui médecin. soutiennent et qui guident potentiellement, qui soit une aide à la décision aujourd'hui, même si ça peut aller plus loin que ça par la suite. Aujourd'hui, une aide à la décision. Et encore une fois, comme j'ai dit avant, le deuxième point, c'est vraiment apprivoiser tout ce domaine-là parce que voilà, il faut vraiment entrer dans l'ère du numérique, il faut vraiment se sentir, faire partie de cet univers-là, comprendre ce qui se passe pour ne pas en avoir peur et pouvoir l'utiliser le mieux possible. Mais nous sommes les premiers fournisseurs de données. Alors, Et demain matin, on va aborder un thème qui est très intéressant. Je voulais juste savoir votre point de vue là-dessus et ce qu'on peut en dire. De plus en plus de personnes, un peu partout, en Suisse aussi, j'étais assez étonné. En France, je crois qu'il y a un problème d'interdiction. Aux États-Unis, c'est énorme. Se livrent à des tests génétiques pour des sociétés et des compagnies privées. oui. C'est dangereux quand même. On ne sait pas ce qu'on partage encore, c'est ça qui est problématique. On sait également dans les données génétiques qu'on parle beaucoup d'anonymisation des données. Hein. Et le problème, et en particulier dans les données génétiques, c'est qu'il n'y a pas encore d'algorithme qui soit vraiment bon pour anonymiser les données génétiques. Donc on ne sait pas encore vraiment, finalement, même en retirant le nom de la personne, juste en laissant finalement la séquence ADN, on ne sait finalement pas encore aujourd'hui ce qu'on donne comme information aux gens. Donc on peut potentiellement nous réidentifier rien qu'avec la séquence ADN.